Et si je vous disais que le secret d'une maison élégante ne se trouve pas dans ce que vous achetez, mais dans la manière dont vous vous déplacez à l'intérieur? Il existe une façon d'organiser qui ne fait pas de bruit, qui ne crée pas de stress et qui vous permet de vivre le luxe silencieux chaque jour. Aujourd'hui, je partage avec vous les 8 habitudes d'organisation qui m'ont permis d'aimer ma maison plus que jamais. Si vous aussi vous voulez une maison ordonnée, qui transmette de la paix, écrivez dans les commentaires « Ma maison est mon temple ». Nous commençons. Première habitude, utilisez la belle vaisselle les jours ordinaires. Il y a des maisons où les plus belles assiettes restent rangées pendant des années, en attendant une visite importante, un repas spécial ou une occasion qui n'arrive presque jamais. Elles sont protégées tout au fond du placard, comme si la beauté avait besoin d'une permission pour toucher la table du quotidien. Pendant ce temps, la femme qui vit boit son café dans la tasse la plus usée et sert son repas dans l'assiette de tous les jours, laissant le meilleur de sa maison pour d'autres regards. Cela semble être une habitude pratique, une façon de prendre soin des choses pour qu'elles durent plus longtemps. Mais parfois, ce placard dit quelque chose de beaucoup plus profond. Ce qu'il y a de plus beau dans le foyer n'est pas encore disponible pour la femme qui le soutient chaque jour. Pendant longtemps, beaucoup de femmes ont appris à réserver ce qui est spécial. Le linge de table pour les invités, les verres pour une célébration, le parfum pour sortir, le calme pour le moment où tout serait réglé. Sans s'en rendre compte, elles ont laissé le meilleur pour des moments extérieurs, comme si la vie quotidienne ne méritait pas de cérémonie. Le luxe silencieux commence lorsqu'une femme cesse de préparer la maison uniquement pour les autres et commence à se traiter elle-même comme quelqu'un qui mérite de l'attention un jour ordinaire. Utiliser la belle vaisselle un mardi quelconque n'est pas de la vanité. C'est une manière discrète de dire « Ma présence mérite aussi une table agréable ». Organiser le placard de façon à ce que le beau reste à portée de main change quelque chose de petit, mais d'intime. Il n'est plus nécessaire de fouiller jusqu'au fond pour trouver ce qui procure du plaisir. Il n'est plus nécessaire d'attendre une date spéciale pour se sentir honoré. Le petit déjeuner cesse d'être une simple formalité et devient un geste de respect envers soi-même. La maison ne devient pas luxueuse parce qu'elle possède de la porcelaine fine, mais parce qu'elle cesse de traiter le quotidien comme s'il s'agissait d'une salle d'attente. Une femme qui se sert dans sa plus belle assiette commence à se rappeler qu'elle n'a pas besoin de public pour habiter sa vie avec dignité. Et lorsqu'une femme commence à utiliser ce qu'elle gardait autrefois pour les autres, une question silencieuse apparaît, une question qui peut continuer à tourner en elle longtemps après avoir refermé le placard. Combien de parties de sa propre vie a-t-elle laissé en attente d'une occasion parfaite? Deuxième habitude, laisser respirer un seul objet. Dans beaucoup de maisons, les surfaces se remplissent sans faire de bruit. Une bougie sur la table, un plateau, une photo, un objet décoratif offert, une petite plante, quelque chose que personne n'a su ou ranger. Au début, rien ne semble être en trop. Chaque objet a une raison d'être là. Mais avec les années, le regard commence à se fatiguer avant même que la femme comprenne pourquoi. Le buffet est propre, l'étagère est rangée, la table n'a pas de déchets, et pourtant quelque chose semble lourd. Ce n'est pas de la saleté. C'est trop de présence qui réclame l'attention en même temps. L'habitude dit qu'une belle surface doit être décorée, qu'une étagère vide semble pauvre ou qu'une table avec peu de détails paraît froide. Mais une maison élégante n'a pas besoin de remplir chaque centimètre pour prouver qu'elle est vivante. Parfois, il suffit de choisir un seul objet qui a une histoire et de lui laisser de l'air autour. Un vase hérité, une ancienne boîte, une photographie importante. Lorsqu'une pièce cesse de rivaliser avec les autres, elle commence à mieux parler. Et lorsque le regard trouve de l'espace, le corps aussi se repose. Ce qu'il y a de profond dans cette habitude, c'est que beaucoup de surfaces ne sont pas remplies de décorations, mais de décisions reportées. Des choses qui restent là pour ne pas offenser, pour ne pas oublier, pour ne pas choisir, pour ne pas affronter le vide. Mais un vide bien placé n'est pas un abandon. C'est du discernement. C'est une façon silencieuse de dire « Tout ce qui est entré dans ma maison n'a pas le droit de rester devant mes yeux ». Lorsqu'une femme dégage une surface et choisit un seul protagoniste, elle récupère son autorité sur ce qu'elle regarde chaque jour. La maison commence à ressembler moins à une collection d'obligations et davantage à une femme qui n'a plus besoin de s'expliquer à travers les objets. Et ce repos visuel prépare quelque chose de plus délicat. Remarquez les petits papiers, les enveloppes et les tickets qui ne prennent pas beaucoup de place, mais qui maintiennent l'esprit occupé. Troisième habitude, créer une boîte fermée pour les papiers en attente. Les papiers ont une manière discrète d'envahir une maison. Ils arrivent dans le sac à main, restent sur la table, se collent au réfrigérateur ou se mélangent avec des recettes, des factures, des garanties et des notes que l'on pense consulter plus tard. Aucun ne semble grave en soi. Un ticket ne ruine pas une pièce. Une enveloppe sur la commode ne paraît pas être du désordre.
Mais l'esprit les enregistre, et chaque fois que la femme passe près d'eux, elle reçoit le même avertissement silencieux. Il y a quelque chose en attente. L'habitude dit que les laisser en vue aide à ne pas oublier. Cela semble pratique, même responsable. Mais beaucoup de rappels visibles n'organisent pas, ils surveillent. La table cesse d'inviter à s'asseoir et commence à signaler des tâches. L'entrée ne se contente plus d'accueillir, elle accumule aussi des affaires non résolues. La maison peut être propre et pourtant se sentir occupée par de petites obligations qui observent depuis les surfaces. C'est pourquoi une boîte de transit change autant de choses. Il ne s'agit pas de cacher le problème, mais de donner un endroit fermé à ce qui n'a pas encore besoin d'occuper le regard. Une jolie boîte, accessible et destinée uniquement aux papiers en attente, permet à ces obligations d'attendre dans un seul endroit, et non dans toute la maison. La femme ne perd pas le contrôle. Elle récupère du repos. Elle n'a plus besoin de vivre entourée de messages épars qui lui rappellent un appel, une facture, un achat ou une décision. Ce qu'il y a de profond dans cette habitude, c'est qu'elle ne range pas seulement des papiers, elle protège l'attention. Une femme qui a passé des années à se souvenir des détails, à anticiper les besoins et à résoudre les affaires de tous a besoin de coins où rien ne lui demande une réponse immédiate. Lorsque les papiers cessent de la poursuivre visuellement, la maison baisse le ton. Et alors apparaît un calme différent, non pas celui d'avoir moins de choses, mais celui de marcher dans un espace qui ne l'interrompt plus. Quatrième habitude, organiser selon un chromatisme silencieux. Il y a des étagères qui ne sont pas désordonnées, mais qui fatiguent. Les livres sont debout, les vêtements sont pliés, les boîtes ont leur place, et pourtant la vue trébuche sur trop de couleurs qui se disputent entre elles. Un dos de livres rouge à côté d'un jaune, un classeur bleu intense près d'une boîte noire, une étagère où chaque ton semble lever la main pour attirer l'attention. La femme regarde son salon, sa chambre ou son placard et ne trouve rien réellement déplacé. Pourtant, elle ressent une inquiétude subtile, comme si la maison était propre, mais pas sereine. Ce détail est important, car bien souvent, le calme visuel ne se perd pas à cause de la quantité de choses, mais à cause de la manière dont ces choses dialoguent entre elles. La croyance commune dit qu'organiser, c'est mettre chaque chose à sa place. Les chemisiers avec les chemisiers, les livres avec les livres, les serviettes avec les serviettes. Et bien sûr, cette organisation aide. Mais il existe une couche plus fine, une couche que l'on remarque lorsqu'une femme commence à chercher non seulement l'utilité, mais aussi le repos. Organisée par couleurs douces, par dégradés tranquilles, par familles qui ne se heurtent pas entre elles, ce n'est pas un caprice décoratif. C'est une manière de baisser le volume de la maison. La vue cesse de sauter d'un extrême à l'autre et commence à glisser. L'espace devient plus doux sans avoir acheté quoi que ce soit de nouveau. La révélation se trouve dans le fait que les couleurs parlent aussi, même si personne ne les écoute consciemment. Une étagère remplie de contrastes forts peut sembler n'être qu'une étagère, mais pour un esprit fatigué, c'est une petite foule. En revanche, lorsque les tons s'adoucissent, la maison cesse d'exiger autant d'interprétation. Une femme qui a vécu des années à répondre aux urgences, à surveiller les horaires, à résoudre les affaires familiales et à porter des détails que les autres ne remarquaient même pas n'a pas besoin que son propre foyer continue à l'appeler depuis tous les recoins. Elle a besoin de lieux où son regard n'a pas à se défendre. Organiser selon un chromatisme silencieux ne signifie pas transformer la maison en vitrine parfaite. Cela signifie permettre au quotidien de paraître plus uni. Peut-être que les livres aux couleurs les plus intenses vont ensemble dans une zone basse. Peut-être que les serviettes se regroupent par tons clairs. Peut-être que les vêtements qui restent visibles reposent dans une même gamme. Soudain, le placard paraît moins exigeant, le salon plus élégant, la chambre plus mûre. Et cette maturité n'a rien à voir avec l'âge, mais avec la présence. Une maison qui ne crie pas montre que la femme qui l'habite n'a plus besoin de courir après les stimulations pour se sentir vivante. Lorsque la couleur cesse de pousser le regard, un autre sens apparaît, un sens que l'on oublie souvent, le toucher. Il y a des objets qui ne se voient pas seulement comme étant soignés. Ils se sentent soignés. Et c'est là que le luxe silencieux commence à vivre sur la peau. Cinquième habitude, prendre soin des matériaux nobles pendant 5 minutes. Il y a des meubles qui vieillissent avec la maison. Une table en bois qui a reçu des tasses, des conversations, des coutures, des factures et des silences. Une poignée en métal que de nombreuses mains ont touché sans y penser. Un plateau, un cadre, une chaise, une porte qui continue à remplir sa fonction avec discrétion. Avec le temps, ces matériaux commencent à perdre leur éclat, pas toujours par abandon, mais par habitude. On s'habitue à voir le bois sec, le métal terne, la céramique sans présence. Tout continue à fonctionner. Rien ne semble urgent.
Et précisément pour cette raison, on repousse. La croyance commune dit que prendre soin de ces détails, c'est de l'entretien de maison. Quelque chose de pratique. Quelque chose que l'on fait lorsqu'il y a des invités, lorsque l'on nettoie en profondeur ou lorsque la détérioration se remarque déjà trop. Mais consacrer 5 minutes à nourrir un bois, à polir un métal ou à nettoyer avec attention une surface noble ne parle pas seulement de l'objet. Cela parle de la relation qu'une femme est encore prête à entretenir avec ce qui l'accompagne. Le luxe silencieux n'entre pas toujours par les yeux. Parfois, il apparaît lorsque la main touche une table et sent de la douceur, lorsqu'une chaise cesse d'avoir l'air fatiguée, lorsqu'une porte retrouve sa dignité sans faire de bruit. La révélation, c'est que les matériaux nobles rendent le soin qu'on leur donne. Le plastique peut se nettoyer, mais il répond rarement avec une âme. Le bois, le lin, le métal, la céramique, la pierre, tous ont une mémoire tactile. Lorsqu'on s'en occupe, la maison cesse de ressembler à une accumulation de choses utiles et commence à se sentir comme un corps vivant. Pour une femme qui a souvent pris soin des autres au point d'oublier ses propres rythmes, ce geste a quelque chose de profondément réparateur. Il n'exige pas tout un après-midi ni une grande transformation. Il demande seulement de la présence. L'effet émotionnel ne réside pas dans le fait que la table devienne brillante. Il réside dans le fait que la femme recommence à regarder ce qu'elle possédait déjà avec respect. Pendant ces 5 minutes, elle ne court pas, elle ne répond pas, elle ne produit pas. Elle habite. Il y a quelque chose de très élégant chez une personne qui ne remplace pas immédiatement ce qui perd son éclat, mais qui essaie d'abord de lui redonner de l'attention. Cette même attitude, portée dans la vie, change la manière de vieillir. Tout ce qui devient terne n'est pas terminé. Certaines choses ont seulement besoin d'une main patiente, d'une lumière différente et de moins de hâte. Et si une maison peut retrouver sa dignité lorsque quelqu'un touche ses matériaux avec calme, elle peut aussi protéger celle qui entre par la porte. L'entrée n'est pas seulement un endroit pour déposer les clés. C'est le premier accord que vous passez avec vous-même en revenant chez vous. 6e habitude. Créer une station de déconnexion à l'entrée. L'entrée d'une maison reçoit généralement ce qui arrive de l'extérieur. Les clés, le sac, les sacs de course, les chaussures, le courrier, les petits achats, le manteau, les préoccupations. Tout atterrit là avec l'inertie de la journée. Beaucoup de femmes franchissent la porte et continuent à avancer avec le monde sur les épaules, même si elles sont déjà à l'intérieur de leur maison. Le corps est arrivé, mais l'esprit continue à répondre aux messages, à repasser les choses en attente, à regarder le téléphone, à mesurer ce qui manque. La maison l'accueille, mais elle ne finit pas d'entrer. Cette scène est devenue si normale que presque personne ne la remet en question. La croyance commune dit que l'entrée doit être fonctionnelle. Un porte-manteau, un plateau pour les clés, un endroit pour ne pas perdre les choses. Mais une entrée peut faire quelque chose de plus profond, elle peut marquer une frontière. Une petite station de déconnexion, avec un panier pour le téléphone, un endroit pour la montre, un plateau propre et un geste répété en arrivant, transforme cet espace en seuil émotionnel. Il ne s'agit pas d'abandonner les responsabilités, mais d'enseigner au corps que tout n'a plus le droit d'entrer avec vous. La révélation, c'est que beaucoup de maisons ne se sentent pas tranquilles parce qu'elles ne finissent jamais de fermer la porte au monde extérieur. Le téléphone continue à apporter des voix, des urgences, des comparaisons, des nouvelles, des exigences. La montre continue à rappeler la productivité. Les notifications transforment le salon en prolongement de la rue. Une femme peut être assise sur son canapé et pourtant se sentir encore dehors. C'est pourquoi laisser le téléphone à l'entrée pendant un moment n'est pas un geste moderne ni une mode de bien-être. C'est une récupération de territoire intérieur. Au début, cela peut sembler étrange, comme si une partie de la vie restait suspendue dans ce panier. Mais ensuite apparaît un calme presque oublié, écouter la maison sans interruption, préparer un thé sans regarder un écran. Se changer sans porter la journée collée à la main. Saluer le silence comme on salue une vieille amie. L'entrée commence à dire à la femme, ici, tu n'as pas besoin d'être disponible pour tout le monde. Ici, tu peux revenir à toi avant de recommencer à répondre. Et lorsqu'une femme laisse le monde dehors, elle commence à remarquer un autre bruit qu'elle a toléré pendant des années sans le nommer. Il ne vient pas des écrans, mais des marques, des emballages et des étiquettes qui remplissent la maison de voix étrangères. 7e habitude, éliminer les étiquettes pour nettoyer les voix étrangères. Il y a des cuisines et des salles de bain où tout semble être à sa place, mais rien ne repose visuellement. La lessive crie depuis une bouteille brillante, le shampoing rivalise avec la crème, les paquets de riz, de café, de biscuits ou de farine affichent d'énormes lettres, des couleurs intenses, des promesses commerciales, des images et des marques.
Une femme peut avoir nettoyé pendant des heures et sentir malgré tout que quelque chose reste désordonné. Il n'y a pas de miettes sur la table. Il n'y a pas de vêtements jetés. Il n'y a pas d'assiette sale. Mais les yeux reçoivent trop de messages qu'elle n'a pas choisis. La maison est pleine de petites voix conçues pour vendre, non pour accompagner. La croyance commune dit que les emballages sont pratiques et que, tant qu'ils sont rangés, leur apparence n'a pas d'importance. Après tout, ils remplissent une fonction. Ils conservent, protègent, identifient. Mais une maison qui cherche la sérénité ne doit pas seulement se demander où sont les choses, elle doit aussi se demander qui parle dans l'espace. Les étiquettes commerciales ne sont pas neutres. Elles ont de l'urgence, de la couleur, du contraste, de l'insistance. Elles entrent dans le foyer avec un langage qui n'appartient pas à l'intimité. Et lorsqu'elles s'accumulent sur des étagères ouvertes, sous l'évier, sur le plan de travail ou dans la salle de bain, elles transforment les coins quotidiens en petits rayons de supermarché. Transvaser certains produits dans des récipients en verre, en céramique ou dans des bocaux neutres n'a rien à voir avec le fait de faire semblant d'être riche. Cela a à voir avec le fait de récupérer le silence. Le sucre dans un bocal propre, la lessive dans un contenant discret, les légumineuses dans des récipients identiques, le savon dans une bouteille simple. Soudain, la cuisine cesse de paraître administrée par les marques et commence à sembler habitée par une femme qui a du discernement. La révélation, c'est que bien souvent, nous ne sommes pas fatigués d'avoir des choses, mais du fait que ces choses nous parlent dans une langue que nous n'avons pas choisie. Ce geste touche aussi quelque chose de plus intime. Pendant des années, beaucoup de femmes ont été entraînées à répondre à des messages extérieurs. Quoi acheter, comment se montrer, quoi utiliser, quoi améliorer, quoi cacher, quoi changer. La maison pleine d'étiquettes prolonge cette conversation sans demander la permission. L'habitude du zéro étiquette n'efface pas la réalité et ne transforme pas la vie en photographie parfaite. Elle réduit seulement l'interférence. Elle rend à la femme la possibilité de regarder sa cuisine et de sentir que ce n'est pas la publicité qui commande, mais son propre rythme intérieur. Il y a une fierté très sereine à ouvrir un placard et à trouver du calme là où il y avait autrefois du bruit. Si ce type de détail vous aide à regarder votre maison avec d'autres yeux, restez proche de cette conversation. Parfois, un j'aime, un commentaire ou un abonnement ne soutient pas seulement la chaîne. Cela dit aussi à une autre femme qu'elle n'est pas seule à chercher une manière plus tranquille et plus digne de vivre son foyer. Lorsque les marques se taisent, il reste une question plus délicate. Que faisons-nous avec les objets qui, eux, ont vraiment une voix propre? Pas ceux que nous achetons par habitude, mais ceux qui nous ont accompagnés, servis et soutenus en silence. 8e habitude. Faire un inventaire de gratitude en organisant. Il existe une manière de ranger qui naît de la fatigue. On regarde une pièce et l'on pense à tout ce qui est en trop, à ce qui gêne, à ce qu'il faudrait jeter, donner, nettoyer, plier ou résoudre. La maison apparaît comme une tâche de plus. Chaque objet semble demander une évaluation. Ceci sert, ceci ne sert pas. Ceci reste, ceci s'en va. Ceci prend de la place. Ceci me dérange. Cette approche peut être utile pendant un moment, mais elle peut aussi rendre dure la relation avec le foyer. Une femme commence à regarder ses affaires comme une charge, et sans s'en rendre compte, elle se regarde elle-même avec la même sévérité. La croyance commune dit qu'organiser consiste à éliminer. Enlever ce qui ne s'utilise pas, réduire l'inutile, ne garder que le pratique. Et il y a de la vérité là-dedans. Mais lorsqu'une femme a traversé tant d'étapes, la maison n'est pas faite seulement d'objets utiles. Elle est aussi faite de petites fidélités. Une tasse qui l'a accompagnée lors de matins difficiles. Une couverture qui a réchauffé de longs hivers. Une chaise sur laquelle elle a attendu des nouvelles, reposé son corps ou soutenu une conversation dont elle se souvient encore. Tout ce qui demeure n'a pas de valeur uniquement par son prix ou par sa fréquence d'utilisation. Certaines choses méritent de rester parce qu'elles ont été les témoins discrets d'une vie. L'inventaire de gratitude change le point de départ. À la fin de la semaine, avant de ranger depuis l'exigence, une femme peut toucher 3 objets de sa maison et remercier leur fonction. Non pas comme un rituel compliqué, mais comme une courte pause. La casserole qui a nourri. La lampe qui a adouci une nuit. Le drap propre qui a accueilli la fatigue. La révélation, c'est qu'organiser depuis la gratitude ne rend pas la maison plus sentimentale. Cela la rend plus juste. Avant de décider ce qui est en trop, on reconnaît ce qui a soutenu. Et cette reconnaissance diminue la culpabilité qui se cache souvent derrière le désir d'avoir une maison plus belle. La conséquence émotionnelle est profonde, même si le geste semble petit. Lorsqu'une femme remercie ce qu'elle a, elle cesse d'organiser comme si elle corrigeait un échec.
Elle ne regarde plus sa maison en pensant uniquement à ce qui manque, à ce qui ne suffit pas, à ce qui n'a pas été renouvelé, à ce qui ne correspond pas aux images parfaites d'autres foyers. Elle commence à voir de la compagnie. Elle commence à remarquer que sa vie quotidienne a eu des soutiens silencieux. Une maison ainsi n'a pas besoin d'impressionner. Elle a besoin d'être reconnue. Et une femme qui reconnaît ce qui l'a soutenue commence aussi à se reconnaître elle-même avec moins de dureté. Cette habitude est la plus silencieuse de toutes, et c'est peut-être pour cela qu'elle est la plus puissante. Elle ne se voit pas immédiatement sur une photographie. Elle ne change pas la couleur d'un mur et ne libère pas une table en quelques secondes. Mais elle change l'énergie avec laquelle une femme entre dans une pièce. Ranger cesse d'être une lutte contre ce qui s'est accumulé et devient une conversation avec ce qui a été vécu. En touchant 3 objets et en les remerciant, la maison cesse d'être un lieu qui exige toujours quelque chose de plus. Elle devient un espace qui peut aussi répondre « Tu as été ici, tu as pris soin, tu as traversé, tu es resté ». Si vous avez déjà senti que votre maison peut être propre et pourtant ne pas vous rendre le calme, cela vaut la peine de continuer à regarder avec plus d'attention. Il existe des détails qui semblent invisibles, mais qui changent complètement la manière dont une pièce accueille votre corps et apaise vos pensées. Ils ne se trouvent pas toujours dans les tiroirs ni dans les placards. Parfois, ils se trouvent dans la lumière, dans les sons, dans les parcours que vous répétez sans y penser, dans de petits coins qui ont appris à vous tendre ou à prendre soin de vous sans que vous le remarquiez. Cette question nous mène directement à la prochaine conversation, où nous allons découvrir ce qui fait qu'une maison ne se contente pas de paraître tranquille, mais vous rend réellement le calme dès l'instant où vous y entrez. Vous pouvez continuer avec la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.